Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne dans laquelle on va parler de, hop, j'y arrive toujours aussi peu bien, ce fameux ouvrage de Mondblade. Mondblade, ouvrage édité au département des sombres projets. Alors en préambule, je dirais que j'avais découvert cet éditeur en commandant et en lisant plusieurs ouvrages d'une autre gamme. Il s'agissait de Wasteland. D'ailleurs, je ferai certainement une vidéo là-dessus, qui est un jeu qui, moi, m'a beaucoup fait penser dans les thématiques et dans la proposition à Numenera. En fait, on joue une espèce de terre post-apocalyptique où la technologie est revenue un petit peu et moyenâgeuse avec quelques objets anciens qui du coup étaient modernes à une certaine époque. Et voilà, on retrouve ce petit parallèle avec les ciphers du Cypher System de Numenera, et puis dans ce qu'on peut jouer aussi. Mais bon, bref, c'est une autre affaire. Tout ça pour signaler que vraiment cet éditeur, voilà, je les félicite, j'adore leur travail de présentation des ouvrages, les ouvrages en eux-mêmes, c'est du costaud, c'est bien mis en page, c'est clair, et puis surtout, le gros plus, c'est que c'est pas de la traduction, c'est de la création, et ça fait du bien quand même. De revenir un peu sur ses fondamentaux, et du coup, comme le texte d'origine est en français, eh ben c'est très bien écrit, et je dirais que ça change de pas mal de traductions un peu limites qu'on peut trouver dans certaines gammes étrangères à succès. Mondblade, c'est vous connaissez certainement la première épée d'Elric qui s'appelait Stormbringer. C'était également un jeu qui était paru à l'époque. J'ai un trou, c'est stupide. Enfin, il y a eu plusieurs versions d'Elric. Il y a une version chez Mongoose, je crois. Il y a une version chez... je me demande si en français c'était pas traduit à l'époque par les jeux des cartes. Chaosium, certainement Chaosium au départ traduit chez Descartes. En fait, ils ont fait un petit clin d'œil en prenant l'autre épée. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet ouvrage? Donc, c'est inspiré de l'univers de Michael Moorcock, écrivain de science-fiction des années 70. Je vais pas vous mentir, moi je le connaissais plus pour son travail de parolier au sein du groupe Hawkwind, qui est un groupe rock psychédélique qui a dû démarrer sa carrière dans les années 69, avec notamment au départ à la basse Lemmy Kilmister, qui après a fait son fameux groupe Motorhead. C'était un groupe un peu hallucinant, qui avait un propos vraiment, voilà, c'était très très heavy rock, et en même temps il y avait un côté complètement psychédélique, ce qui collait bien avec Michael Moorcock, dont une des particularités d'ailleurs était que certains de ses ouvrages ont été écrits d'une traite, notamment les ouvrages de certains romans concernant Elric, qui ont été écrits d'une traite sous produit, parce que c'était une époque de sa vie où il fallait absolument qu'il rende sa copie à l'éditeur. Il prenait même pas le temps de se relire, hein. Il l'a voulu même. Il y a certains trucs qu'il écrivait comme ça, et puis quand c'était prêt, il balançait à l'éditeur et ça sortait tel quel. Ce qui fait qu'en termes de littérature à proprement parler, bon, c'est clair que Elric, c'est pas non plus du travail d'orfèvre. Ça se tient, l'univers est très intéressant, il y a pas mal ça fourmille d'idées, d'imagination, de concepts. Après, c'est vraiment inégal d'un tome à l'autre. Il y a des trucs, quand on relit ça maintenant, on se dit, ouh là là, l'acide devait pas être très bon. C'est un peu, voilà. Quoi qu'il en soit, je connaissais également un petit peu, j'avais plus accroché d'ailleurs avec le cycle d'Hawkmoon,
qui là est une espèce de science fantasy où on mélange un peu de fantasy et un peu de hard science, avec des espèces de casques télépathiques notamment, enfin voilà. Et où je trouve que la saga et l'intrigue se tenaient un peu plus la route que l'univers d'Elric. Elric, donc, revenons à ça, puisque c'est de ça dont il s'agit dans ce jeu-là, Moonblade. Elric, c'est l'univers des jeunes royaumes, et c'est vraiment un jeu à univers. C'est vraiment, il y a plusieurs particularités dans le jeu, dans les mécaniques de jeu, dans le système de jeu, mais l'éditeur ne s'y est pas trompé. Vous voyez, ça démarre directement par une présentation des jeunes royaumes, parce que, à juste titre, c'est vraiment central dans la proposition. N'escomptez pas jouer du Elric en dehors. C'est vraiment un jeu qui colle avec un univers. Alors la version de Chaosium, je vais pas vous détailler l'univers, hein, parce que déjà, bon, sachez juste que c'est assez complet. Hein. On a, voilà, ça part de la page donc 8, et on a comme ça les nations de l'univers, les enjeux. Alors les enjeux, je peux peut-être préciser, c'est une des particularités du jeu. En fait, le multivers dans lequel se déroule l'action, il est soumis à une lutte sans fin entre la loi, le chaos et la balance, qui est cette espèce d'équilibre plus ou moins des forces naturelles, et c'est déterminant dans ce que les joueurs vont choisir d'interpréter. D'ailleurs, lorsque vous créez les personnages, certains scénarios sont faits pour être joués par des joueurs qui sont plutôt du côté du chaos, d'autres scénarios sont faits pour les joueurs qui sont plutôt du côté de la loi. Et l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure que votre personnage progresse, il peut pas parvenir jusqu'au niveau où était lui-même, entre guillemets, Elric, à savoir devenir un champion du chaos ou un champion de la loi. Et là, bien évidemment, il va avoir une emprise et une interaction avec l'univers vraiment très importante, puisqu'il va pouvoir essayer de faire plier la course des choses. On nous explique un petit peu les conflits qui sont sous-tendus. Alors il y a des conflits commerciaux économiques, ça c'est assez classique comme dans beaucoup d'univers médiévaux. Il y a également des conflits religieux. Ça c'est déjà un peu plus original, même si c'est présent dans pas mal d'univers également. On nous parle ensuite de l'agonie des vieilles nations, les vestiges de cycles précédents, parce que l'univers présente la particularité de se dérouler comme ça, un peu cycliquement. Bon, c'est vrai que ça, c'est aussi le cas si on prend sur notre bonne vieille planète la Terre, c'est aussi ce qui arrive. Hein. On a des civilisations qui émergent, qui grandissent, qui atteignent une apogée, et puis après, on a le déclin de chacune des civilisations, que ce soit les Romains, les Égyptiens, le monde moderne, voilà, tout y passe. Le temps du voyage, donc, qui va s'intéresser aux compagnies marchandes, quelques autres organisations qui sont évoquées. Ensuite, vous avez tout un chapitre sur vivre dans les jeunes royaumes. Donc, on vous explique un petit peu, on insiste sur le côté que le monde est vivant et dynamique. Terre de contraste, la mer qui est au centre de tout. On a un petit mot pour vous expliquer également que les sociétés à l'époque sont esclavagistes. Un âge violent, omniprésence de la violence. Violence qui va être différente selon qu'on est dans les zones civilisées, dans des contrées sauvages ou dans des zones non gouvernées. Violence divine également. On insiste ensuite sur la diversité culturelle. Vous voyez, ça, on se moque pas de nous, hein, c'est assez touffu. Il y a vraiment une dimension sur l'univers enfin, faut pas passer à côté, parce que c'est vraiment au centre du jeu. Et puis on nous présente un petit peu les arts magiques, les magies. On vous parle également des religions et de l'état des sciences, qui sont un peu les trois domaines dans lesquels il peut y avoir certaines interactions. Enfin, il y a une espèce de petit atlas des jeunes royaumes avec le continent du Nord, l'île Miora,
Natsokor, la cité des mendiants, les cités-États ignoriennes, Seredoma, Kariak, le désert des soupirs, Ouarzazate, l'orgue et la forêt de Trousse, le désert des larmes. Vous avez quelques cartes également. Vous avez une grande carte, je l'ai passée, mais là je vous en montre une autre. C'est assez joli. Vous voyez que le dessin est assez joli stylistiquement. Joli et lisible. Donc c'est pas mal, ça va bien, ça colle bien avec le reste du livre. Le continent austral, je continue à passer. Donc là on est toujours, vous voyez, dans la présentation, le Picared, le Chazar, le gouffre Nirain, le Tarkesh, les îles des jeunes royaumes, Ménilbonnet, donc qui est cette île où se trouvaient justement les Ménilbonéens dont fait partie Elric, l'île des sorciers, la cité pourpre, Pantang, qui est un lieu qui est très chargé en sorcellerie, qui abrite de nombreux sorciers. Et puis à partir du livre 2, là encore, on a une belle illustration. Vous voyez, toutes les têtes de chapitre sont illustrées de cette façon-là sur les élus. Alors les élus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les personnages, puisque dans ce jeu, en fait, les personnages vont être des élus, donc qui vont pencher soit d'un côté, le chaos ou la loi, et qui vont être amenés du coup à défendre l'un ou l'autre de ces deux camps. Petite présentation du seed system avec un Y. Le seed system, c'était un petit peu la même chose dans Wasteland. C'est ce qu'ils appellent le choose your dice. Alors là, pour ceux qui connaissaient Stormbringer, qui proposait de jouer dans l'univers, ou Elric d'ailleurs, qui proposait de jouer dans l'univers d'Elric, c'est pas du tout la même chose. Le seed system, en fait, c'est tout simplement que lorsqu'on va vouloir utiliser une compétence, il va falloir obtenir, on a un jet de dés, plus je crois l'attribut, plus la compétence, si on a développé des compétences, et il faut arriver à égaler le seuil de difficulté. Eh bien, le Choose Your Dice System, le fameux seed system, c'est une mécanique toute simple qui vous permet soit de tirer un des 10 et de prendre le résultat en additionnant donc les valeurs d'attributs et de compétences lorsque vous faites un test de capacité, soit vous courez un peu de risque et vous prenez un des 20. Alors un des 20, pourquoi un risque avec un des 20? Eh bien un risque parce que tout simplement sur ce des 20, en fait, tous les résultats impairs sont comptabilisés comme 0. Voilà, donc effectivement, c'est bien beau de se dire on va faire une grande marge, parce que si je fais 18, effectivement, c'est 18 plus mes ajustements que je vais rajouter, mais si je fais 17, par exemple, c'est 0 et juste mes ajustements. Et même pire que ça, si le résultat est 1 ou 11, l'issue de l'action est absolument un échec dramatique. Donc un échec qui va être encore plus lourd en termes de foirage, de raté, et qui va avoir des conséquences néfastes. Donc voilà. Ensuite, il vous explique un petit peu les actions courantes, les actions simples, les actions complexes, les actions en opposition. Tout ça, c'est des concepts qu'on va retrouver dans beaucoup de jeux, même avec des systèmes et des dés différents. Des modificateurs, des résultats exceptionnels, ce que ça donne. Les autres types d'actions, actions prolongées, qui vont s'étaler sur plusieurs rounds et pour lesquelles il va falloir accumuler plusieurs réussites. La coopération, les duels, qui sont une mécanique, encore une mécanique différente qui va intervenir. Un cas particulier du duel, par exemple, c'est la poursuite, qui va se régler comme un duel, c'est assez original. Puis on vous parle de la balance cosmique, les mécanismes de la balance, donc. L'affinité d'un élu pour la loi ou le chaos est représentée à travers sa balance. Cette dernière mesure avant toute chose, sa compréhension de leurs préceptes respectifs. En termes de jeu, la balance est composée des deux jauges appelées la loi, qui représente la compréhension qu'a l'élu des dogmes de la loi, et le chaos, qui représente la compréhension qu'a l'élu
des valeurs du chaos. Ces jauges ont un niveau allant de 1 à 10. Un élu débutant commence avec 2 en loi et 1 en chaos, ou 2 en chaos et 1 en loi. Ainsi, vous voyez que dès le début, vous êtes directement orienté d'un côté. Bien sûr, dans le jeu, tout ça va évoluer. L'alignement, en fait, c'est ce qui va représenter de quel côté penche l'élu. Il sera chaotique si le niveau de supérieur dépasse celui de la loi, ou loyal si c'est inverse. L'aspect, c'est ce qui est représenté par sa jauge la plus haute, et la marge, c'est la différence entre son niveau le plus haut et son niveau le plus bas. Alors prenons un exemple, ils en donnent un. La balance de Marek Gren est la suivante, chaos 2, loi 1. Son alignement est chaotique, sa jauge de chaos est plus élevée que celle de la loi, son aspect est de 2, le plus haut niveau, et sa marge est de 1, puisqu'il a une différence. Ensuite, on vous explique comment ça fonctionne pour gagner des points de loi ou de chaos. Et puis on peut même gagner des niveaux de loi ou de chaos. Alors je crois qu'un niveau, c'est quand on a accumulé 10 points, mais on peut aussi des fois les passer d'un coup, selon certaines actions. Ensuite, on a des ressources qui sont un petit peu comme les... On va retrouver des mécanismes proches des points de destin ou ce genre de choses. Vous avez la bonne aventure. Donc la bonne aventure, ça vous permet, je crois, de refaire des jets, obtenir un bon... Non, si vous êtes loyal... utilisez un point de bonne aventure, obtenez un bonus de +3 à un résultat du test de capacité. Hâter sa guérison, ce que vous pouvez faire aussi avec un ou deux points de bonne aventure. Entreprendre une action complexe supplémentaire pour le round. Là, ça vous coûte 3 points de bonne aventure. Un personnage chaotique, lui, il peut obtenir un bonus de +1 D6 à un résultat de test de capacité contre un point de bonne aventure. Relancer le test du dé de capacité contre 3 points de bonne aventure. Et avoir de la chance, nombre de points de bonne aventure décidé par le MJ. Ça permet un petit peu de modifier le cours du destin, du type il tombe du toit de la grange et hop, il y a une charrette de foin et il tombe dans la charrette de foin et du coup il s'écrase pas comme un volatile sans aile sur le sol. Ensuite vous avez l'éclat. L'éclat, ça permet de faire des choses aussi un petit peu plus héroïques. Ça pourrait faire penser au panache dans 7e mer, qui vont permettre de faire des actions qui ont un peu plus de cinématique et d'épique. Vous pouvez obtenir un bonus de +10 au résultat d'un test de capacité pour un point d'éclat, doubler le résultat d'un D20 pour un point d'éclat. Ça, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où vous doublez un D20, même si vous faites un résultat impair, du coup, il devient pair. Et donc, vous avez forcément un gros bonus. Par contre, les points d'éclat, autant la jauge de bonne aventure se recharge, à mesure des aventures, les points d'éclat, c'est différent lorsque vous les perdez définitivement. Il n'y a que certaines fois où vous pouvez en regagner. Ensuite, on va continuer à vous présenter les élus avec quelque chose qui est pas mal fait d'ailleurs. Voilà, vous avez le pas à pas sur cette page. Décidément, je n'y arrive pas. Voilà, le pas à pas pour comment créer votre personnage. C'est pas mal au début parce que ça vous permet le temps de vous mettre la conception de personnage en tête, d'être sûr de faire les étapes dans l'ordre et de ne rien oublier. Voilà, donc après on rentre vraiment à partir de la page 105, à créer son élu, choisir un métier, alors définir ses origines, choisir un métier, un don de puissance, améliorer ses compétences, compléter la feuille de personnage. Vous voyez, bon, ça paraît sommaire comme ça, mais il y a quand même des petites notions à maîtriser. Hein. Et puis après, on va rentrer dans le détail. Hein. Donc pour les origines, vous allez pouvoir choisir votre lieu d'origine, donc qui va déterminer pas mal de choses pour votre personnage. Voilà, le Pekran, le Darkesh, et voilà, et on vous dit à chaque fois. Les héritages, alors les héritages, c'est un petit peu des packages. Par exemple, vous avez le paria. Vous avez grandi hors de la communauté qui vous a vu naître. Depuis votre enfance, vous avez été confronté aux préjugés défavorables qui entourent les gens comme vous. Et vous avez beau faire un détail, un accent, et vous aurez beau faire un détail, un accent, une particularité physique, rappellera toujours à votre interlocuteur que vous n'êtes pas d'ici. Avantage, le personnage bénéficie d'un bonus de +1 en trempe, défaut, perspicacité. Alors la trempe et tout ça, oui, je suis pas revenu dessus, je suis passé un peu vite, peut-être ça fait partie des attributs.
Alors, les attributs, les attributs, les attributs. Voilà, on a 5 attributs et on répartit les valeurs suivantes. 5, 4, 4, 4, 3. Les attributs, où est-ce qu'ils les définissent? Donc, je sais qu'on a la trempe. On a la trempe, l'adresse, la puissance, la clairvoyance. Je sais pas à la bonne page, mais enfin bon, vous les trouverez. Hein, voilà, c'est assez classique. Ça change un petit peu bon, c'est plus une question de formulation, hein, parce qu'on se doute bien que bon, quand on parle de puissance, etc. Bon, c'est qu'on veut pas parler de force. Quand on parle de trempe, c'est qu'on veut pas parler de pouvoir ou de voilà clairvoyance, voilà ce genre de choses. Alors je poursuis donc dans la création les métiers des jeunes royaumes. Donc après vous choisissez un métier: artiste, assassin, artisan, courtisan, dresseur, ecclésiaste, éclaireur, érudit, esclave en fuite, marchand, marin, racaille, sorcier, soldat, spadassin, puis les compétences: arme à distance, coercition, commerce, discrétion, filouterie, mêlée, monte, mouvement, nage, navigation, perception, savoir, persuasion, soins, survie. Et bien évidemment, il y a une mécanique qui permet également, le personnage veut entreprendre une action qui ne correspond pas à une compétence, et bien dans ces cas-là, on utilisera l'attribut le plus proche, et il n'y aura que son bonus d'attribut, plus éventuellement un bonus circonstancié. Puis vient un chapitre à la page 143 concernant le combat et la santé mentale. C'est assez court, vous voyez, pour un chapitre de combat. Avant le combat, le tour de jeu, les attaques en mêlée, les coups bas. En gros, c'est assez court, mais il y a quand même des options tactiques, puisqu'il y a des manœuvres avancées. Mais déjà, dans les manœuvres de base d'attaque en mêlée, on a un choix à faire. Vous pouvez faire un assaut, une attaque précise, une feinte, un coup bas, qui sont des coups, bien sûr, qui vont être plus difficiles à réaliser, mais qui donnent des avantages. Je vous laisserai découvrir tout ça en lisant. Hein. Puis ensuite, on vous parle de la santé, subir des blessures, le seuil de blessure, etc., les chutes, ce que ça va entraîner. Comment le feu, ce que ça va entraîner si vous êtes dans un feu. Donc vous avez les dégâts des flammes, et puis vous avez également des risques de suffocation. Et vous avez les drogues, les maladies, les poisons, avec quelques exemples. Enfin, à la page 163, un chapitre sur l'expérience, comment gagner des points de destin, comment gagner aussi des points d'éclat. Pion du destin, les cultes dans les jeunes royaumes. Alors bon, là c'est assez intéressant. Ça va vous expliquer un petit peu déjà d'une part la nature des cultes, comment ces cultes sont reliés avec les puissances supérieures. Vous avez les seigneurs des bêtes, vous avez le chaos, vous avez Slotar l'Ancien. Enfin voilà, c'est très intéressant. Et là pour le coup, c'est vraiment un chapitre où on est à nouveau à cheval entre des créatures de l'univers, donc des éléments vraiment de background, et des mécaniques de jeu. Et du coup, ça fait un peu le pendant. On a eu d'abord la présentation des jeunes royaumes, ensuite comment créer son personnage, et là on est sur des notions qui sont un petit peu sur les deux. La vénération des puissances, vénérer les seigneurs élémentaires et les seigneurs des bêtes, vénérer le chaos. Donc qu'est-ce que tout cela va vous permettre d'avoir comme tendance, comme sorcellerie. Voilà, les faveurs du chaos, vénérer la loi, même chose. Mépris pour le chaos, méticuleux, morbide, pitié, psychose, hanté, chaste, assommant, c'est les différentes tendances. Enfin, vous avez, à partir de la page 199, un chapitre sur la sorcellerie. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air très intéressant. On vous explique comment fonctionne tout ça, comment activer une rune, quels sont les pouvoirs des runes, les sortilèges qu'on peut utiliser. Voilà, une liste de sorts. Voilà, qui sont. La magie est intéressante. Elle est beaucoup plus
beaucoup moins gadget que dans Héros et Dragons, Donjons et Dragons, enfin ce genre de jeu, et même Pathfinder. Là, on est vraiment sur une magie plus marquée, plus collée à l'univers. On s'approchera un peu peut-être de certains types de magie de Mithras ou de RuneQuest, avec vraiment une magie taillée sur mesure pour vraiment coller à la couleur de l'univers. C'est toujours plus agréable. C'est peut-être un peu plus déroutant à la prise en main parce que ça nous sort voilà de notre zone de confort sur les jeux mainstream auxquels on a pu jouer, mais voilà, on est sur autre chose et ça fait du bien. En appeler aux élémentaires, ouvrir les portes des enfers, et on va finir avec ouvrir les portes des enfers, c'est le dernier chapitre, Automata et Enchantement, voilà. Et on finit avec, de l'autre côté de l'écran, le 3e livre, avec toujours une superbe illu de chapitre, cette belle jeune femme qui visiblement vous propose de partager une coupe de sang. C'est un trip comme un autre. Et le 3e livre, vous avez la présentation de la ville de Baksan, présentation assez détaillée de la ville, encore une fois, qui vous donne, voilà, vous avez un plan, vous avez quartier par quartier ce qui se passe dans la ville, la justice du haut quartier, les marchands au cœur tendre, quelques PNJ importants, et puis à la suite de ça, vous avez un scénario, les ennemis de mes ennemis, voilà, dont le synopsis, je vais pas vous le lire, je serais tenté, mais je vais pas vous le lire parce que ça risque de spoiler pour les gens qui le joueraient. Et donc encore une fois, ça vient vraiment, et vous avez tout à la fin l'équipement avec des tables. Bon, là, on est sur quelque chose de très classique. Le fait qu'il y ait cette ville là qui peut servir de base pour même développer une campagne pour les maîtres de jeu. Et puis également ce scénario, ben voilà, c'est un peu le sans faute, hein, c'est-à-dire que vous achetez l'ouvrage, vous avez de quoi jouer et à mon avis même de quoi déjà faire pas mal de parties. C'est bon, c'est bien, c'est bien. Moi j'aime bien quand il y a un scénario dès l'ouvrage de base. Même si je suis fais partie plutôt des maîtres de jeu qui préfèrent écrire eux-mêmes leur scénario. Quand on débute dans un univers, je pense que pour s'approprier un peu l'univers, bien le comprendre, etc., au moins lire un scénario vous renseigne. Et puis vous pouvez peut-être commencer par le faire jouer et broder derrière, reprendre la main derrière. Je vous montre la feuille de personnage. C'est assez classieux. Alors c'est un format paysage, moi j'aime beaucoup les feuilles de perso sur paysage. J'ai même écrit des scénars sous forme paysage sur 2 colonnes. C'est assez sympa et c'est assez classieux, bordeaux, noir et blanc. Alors ça paraît un peu touffu comme ça, mais tout y est, me semble-t-il, et on a quelque chose de très bien. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer. J'essaierai certainement de lancer une partie peut-être au début des grandes vacances, peut-être proposer un one shot pour découvrir le jeu et puis le faire découvrir surtout. J'ai beaucoup accroché moi avec cette gamme. Je trouve que vraiment il colle à l'univers. D'ailleurs, au début du livre, l'auteur Moorcock fait un petit billet dans lequel il dit que c'est la première fois, par rapport à toutes les adaptations qu'il y a eu de son jeu, c'est la première fois où il est satisfait et où il trouve que un jeu de rôle a vraiment fait ce qu'il fallait pour bien rendre l'univers tel que lui l'avait conçu au départ. Donc ça, c'est assez rassurant aussi d'avoir comme ça le feu vert, d'être adoubé par l'auteur de l'univers. Je pense que ça a dû faire très plaisir à toute l'équipe qui a travaillé sur ce livre. Et vraiment, pour moi, une fois de plus, c'est le sans faute. C'est bien écrit, c'est fluide. J'ai pas vu de coquille. Les illus, bon, les illus, c'est toujours affaire de goût. Moi, je les trouve plutôt pas mal. En tout cas, elles m'ont plu. L'ouvrage est joli. Et il y a toute une gamme qui est développée. Alors, pour l'instant, il y a le deuxième supplément, enfin le premier supplément, le 2e tome qui est qui s'appelle L'œil du sorcier, je crois, qui est vraiment spécialisé pour développer un peu plus encore la sorcellerie. Et puis il y a quelques règles avancées supplémentaires. Vous avez un autre tome
qui lui est sur, je ne sais plus, Pantang, je crois, non, c'est le 4e Pantang. Voilà, c'est des suppléments d'univers. Je pense qu'il y aura certainement des scénarios aussi. De toute façon, je pense que je referai une petite vidéo. Là, j'ai commandé les deux suppléments suivants, donc celui sur la sorcellerie et celui, je crois, sur l'univers lui-même. Voilà, je devrais recevoir ça dans les jours qui viennent. Et je pense que je vous ferai part de ce que j'en ai pensé. En tout cas, pour moi, ça a été une très belle découverte. Et encore une fois, je le redis, vraiment, cet éditeur, chapeau. Donc, il y a Westland, hein, si vous êtes plutôt pour le post-apo. Et ils viennent également de finir le crowdfunding pour un jeu un peu plus baroque, un peu plus type créature magique vers la belle époque, qui s'appelle Les Héritiers, où vous jouez des créatures magiques dans les années 1900 et quelques, et où on va retrouver des composants des jeux du type l'Appel de Cthulhu, voilà, ce genre de choses pour ceux qui préfèrent ça au médiéval fantastique. En tout cas, bravo au département des sombres projets pour ce bien bel ouvrage, et je le conseille vraiment à tous les gens qui ont envie de faire jouer une fantaisie. Alors là, pour le coup, vraiment très chargée en sorcellerie, magie, démonologie, mais avec aussi des choses beaucoup plus originales que ce qu'on peut trouver dans les jeux plus mainstream, et vraiment un univers très touffu. J'irais même peut-être jusqu'à complexe. Je pense qu'il faut un petit peu de temps pour vraiment s'approprier l'univers, et c'est ça qui risque d'être déterminant pour la qualité des parties. Parce que si c'est pour faire vivre des aventures qu'on aurait pu jouer avec des jeux autres, ça n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, je m'aperçois que c'est en ce moment quelque chose qui revient beaucoup. C'est un peu comme la nouvelle mouture de RuneQuest, où il recolle avec la proposition de jouer dans Glorantha, l'univers de Greg Stafford. C'est que vraiment, là, il y a l'impression qu'il y a une prise de conscience sur... on fait souvent le raccourci de dire un système de jeu, ça implique un certain type de partie, et là, ce qui est beaucoup mis en avant, j'ai l'impression, dans les derniers jeux qui sont sortis, et qui sont souvent d'ailleurs des rééditions, des VX, ou carrément des versions différentes comme Moonblade par rapport à Stormbringer, de jeux déjà existants, c'est qu'on essaye d'axer. La particularité, elle est peut-être, bon, les mécaniques et le système de résolution rentrent en ligne de compte, mais on met vraiment l'accent sur l'univers. Donc, je dirais qu'il y a un petit côté un peu plus simulationniste, dans le sens où on vous propose vraiment de coller au canon de l'univers, ce qui n'est pas le cas avec des jeux plus génériques ou avec des univers un peu plus patchwork comme ce qu'on peut trouver dans Pathfinder. En fait, il y a un gros patchwork avec une partie égyptienne, une partie qui pourrait faire penser à la Renaissance, une partie qui pourrait faire penser une nation qui va faire penser plutôt à l'Europe médiévale, etc. Là, on est vraiment sur des univers très hauts en couleurs, avec beaucoup de particularités. C'est plus difficile, je pense, à prendre en main. Par contre, à mon avis, le plaisir est plus la saveur, la couleur. Moi qui trouve par exemple que le gros souci de D5, c'est qu'il a perdu beaucoup de sa spécificité, de sa couleur, qu'en fait c'est quelque chose on le prend en main facilement, mais en même temps c'est un peu fadouille à la longue. Voilà, là pour le coup on est sur vraiment autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bonne journée à vous, au revoir.